Merci pour votre fidélité au programme de la 7TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, l'affaire Moustapha Diop. Pour commencer, la commission ad hoc a établi le rapport de son audition de mardi dernier. Le député devrait donc savoir dans les prochaines heures si son immunité parlementaire sera levée ou non. Et puis la polémique autour des déclarations du porte-parole du gouvernement sur le décès de l'ancien ministre des Finances Mamadou Moustapha Ba. Les avocats de la veuve de ce dernier exigent désormais l'audition de Moustapha Ndiaye suite à ses propos. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous le disions à l'instant, le député Moustapha Diop saura dans les prochaines heures si son immunité parlementaire sera levée ou préservée. La commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée du ministre de la Justice a établi le rapport de l'audition du maire de Louga mardi dernier. Les conclusions de ces travaux seront soumises aux parlementaires lors de la séance plénière convoquée pour ce vendredi 21 mars à partir de 15h. Pendant ce temps, la polémique ne faiblit pas après les déclarations du ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiaye, sur la mort de l'ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba. Les avocats de la veuve de ce dernier, maître El Hadj Diouf et Amadou Ali Kane, ont exigé son audition dans le cadre de l'enquête en cours. Les robes noires estiment que ces déclarations et révélations publiques sur un possible assassinat de l'ancien ministre justifient son interrogatoire par les enquêteurs. Et pour rappel, le porte-parole du gouvernement a déclaré que Mamadou Moustapha Ba avait été tué dans des conditions troubles, des propos qui ont donc relancé le débat sur les circonstances exactes de son décès. Ils ont menti au peuple, ils ont menti également aux partenaires. Moustapha Ba ci boppam moo njëkk a ñëw reçu par le président de la République et par son Premier ministre pour leur dire que les chiffres ne sont pas exacts. Ce ne sont pas de bons chiffres. C'est cas où Moustapha Ba, il faut que gars yi ko gëstu. Qu'est-ce qui est à l'origine de sa mort? Il a été tué dans des conditions troubles. Il est resté plusieurs jours pour que lui déglu ko. Il faut que nous gëstu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Moustapha Ba. Parce que ces gens, mais c'est incroyable. Est-ce que vous pouvez imaginer dans un pays comme la France, l'Allemagne, la Corée, le Japon, la Chine, les États-Unis, que des chiffres soient maquillés? Migration irrégulière, le phénomène gagne du terrain malgré le renforcement de patrouilles et les sanctions contre les convoyeurs. Les embarcations se succèdent dans les zones de départ. Des experts éclairent sur ce sujet devenu un fait social. Reportage signé Djibril Diallo. Après quelques mois d'accalmie, le phénomène de l'immigration irrégulière a repris de plus belle. Il ne se passe presque plus une semaine sans que l'on apprend que telle embarcation a été interpellée par les forces de l'ordre ou telle autre a été secourue dans les eaux méditerranéennes. Pas plus tard que ce lundi, 58 candidats ont été interpellés à Hambourg. Les raisons qui poussent les jeunes à tenter ces aventures risquées sont diverses, mais la principale cause est d'ordre financier. Ils ne travaillent pas et ils ne peuvent pas rester comme ça sans rien faire et ils ont des besoins à satisfaire. Le besoin de trouver en tout cas un logement, de vivre en tout cas décemment, de trouver un travail décent, de se marier, d'avoir une vie épanouie. C'est lié aux conditions de vie des populations, c'est lié vraiment à des questions culturelles, des questions économiques, mais surtout des questions sociales. Certains jeunes sont désœuvrés au point qu'ils estiment qu'ils n'ont plus d'avenir chez eux. C'est pourquoi, selon Mamadou Faye, il faut beaucoup les sensibiliser, mais surtout mettre en place des politiques d'emploi qui répondent efficacement à leurs préoccupations. La solution aujourd'hui, c'est de trouver en tout cas des emplois aux jeunes. Si au niveau des pays de départ, il y avait suffisamment, les gouvernants avaient travaillé pour que les jeunes puissent s'insérer socialement, économiquement et professionnellement, je pense qu'il n'y aurait pas ce phénomène-là. En 4 jours seulement, c'est-à-dire entre le 14 mars et le 17, au total, 400 candidats à l'immigration irrégulière ont été interpellés par les forces de l'ordre. Parmi eux, des femmes et des enfants
Une baisse des départs était attendue avec l'arrivée du nouveau régime, mais rien n'a encore changé. Et toujours sur la question, à Keur-Massar, un comité départemental de lutte contre l'immigration irrégulière a donc été installé hier. L'objectif visé est de jouer un rôle de veille, d'alerte et de contribution pour lutter de manière drastique contre ce fléau qui a fini de déstabiliser plusieurs familles. Les départs s'enchaînent toujours dans le cadre de la migration irrégulière. Keur-Massar n'est pas épargné du fléau. Pour lutter contre ce phénomène, un comité départemental de lutte contre la migration irrégulière a été installé. La rencontre nous a permis de faire un diagnostic de la situation dans le département de Keur-Massar. Et il a été noté que le phénomène est encore là et que les causes sont multiples. Elles ne sont pas uniquement d'ordre économique. Mais il faut creuser et prendre en compte les causes liées à la société. La territorialisation de la lutte permettra, avec l'implication de tous les acteurs, de réduire drastiquement la situation. Le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière a mis en place une stratégie nationale de lutte. Et ça, c'est très important. Et la stratégie est avec comme vision, c'est-à-dire réduire drastiquement l'immigration irrégulière à l'horizon 2035, c'est-à-dire dans 10 ans. Et là, on s'appuie sur une stratégie qui a été vraiment élaborée et qui tourne autour de 5 axes. Le premier, c'est la prévention, et c'est là où on va parler d'adapter nos textes aux normes internationales, mais aussi, surtout, de la sensibilisation. Il est aussi très important de créer des conditions meilleures pour décourager les départs massifs. Comme le faisait la Maison des Émigrés, qui est un espace d'accueil, d'orientation, d'information, de sensibilisation, de formation, mais aussi d'assistance psychosociale. Donc, à partir de là, nous pouvons mieux sensibiliser les jeunes et les familles sur les dangers de la migration irrégulière. Les encadrer aussi à la formation. Au sortir de l'installation du dit comité, un plan d'action sera élaboré pour le suivi. Et puis le CORED a organisé ce mercredi son 9e cas d'école sur le traitement de l'information sur la police nationale. Lors de ce panel, des acteurs de la presse, des forces de l'ordre et des universitaires ont échangé sur les principes des droits humains, de la présomption d'innocence et du secret d'instruction face au droit à l'information. Mamadou Kanté pour le compte-rendu. Après une première rencontre d'échange le 29 janvier dernier, policiers et acteurs de la justice ont réitéré leur volonté à collaborer. Donc, lors de notre dernière rencontre, nous avons débattu de ces questions pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour briser la glace, pour que nous puissions comprendre que nous sommes deux acteurs qui travaillent ensemble. Et sur ce, nous devons au moins harmoniser nos positions. La relation entre forces de l'ordre et journalistes est très souvent conflictuelle lors des manifestations. Ce 9e cas d'école se vend ainsi un cadre de concertation, d'abord sur les droits humains à l'épreuve du droit à l'information. Le droit à l'information, c'est un droit fondamental qui doit être exercé de manière libre, sauf si l'exercice-là doit violer la sécurité publique, doit violer l'image d'autrui, doit violer peut-être le droit à la vie privée, mais aussi la protection des données. Ensuite, sur le principe du droit à l'information face à la présomption d'innocence et du secret d'instruction. Parce que tout simplement, toute personne qui est interpellée ou bien qui est citée dans une affaire est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie devant une cour de justice. Malheureusement, ce que nous constatons dans le quotidien, c'est qu'à chaque fois, quand il y a des dossiers en cours, il y a des interférences, il y a des interactions où vraiment les journalistes, souvent, peut-être pour tout simplement exercer leur mission, empiètent sur les responsabilités de la police. Les deux acteurs comptent ainsi pérenniser ces rencontres d'échange et de formation pour permettre à chacun de faire son travail dans les règles de l'art.
Lutte contre le trafic de faux médicaments, une vaste opération menée hier à Grand-Yoff a permis de démanteler plusieurs dépôts illégaux et l'arrestation de plusieurs suspects. Une intervention coup de poing organisée par l'agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique en collaboration avec les forces de l'ordre. Il est 6 heures du matin lorsque des agents de l'agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, appuyés par les forces de l'ordre, investissent le marché de Grand-Yoff. Objectif, mettre fin à un trafic de médicaments qui prospère dans l'ombre. Très vite, les descentes permettent de repérer et de démanteler 8 dépôts clandestins. À l'intérieur, des stocks impressionnants de produits prohibés, antalgiques, anti-inflammatoires, aphrodisiaques entre autres, mais aussi des anabolisants sous forme de sirop, connus sous le nom de Poncal, un produit dangereux prisé sur le marché noir. Les autorités saisissent plusieurs cartons de ces médicaments stockés dans des conditions douteuses. Pendant ce temps, 8 individus suspectés d'être impliqués dans ce commerce illégal sont interpellés et placés en garde à vue. L'enquête devra permettre de remonter jusqu'aux fournisseurs et au réseau de distribution. Face à ce fléau qui met en péril la santé publique, l'agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique réaffirme sa détermination à combattre la vente illicite de médicaments. Elle rappelle aux populations l'importance de se procurer leur traitement uniquement dans les pharmacies agréées et appelle à signaler toute activité suspecte. Une saisie importante qui démontre une fois de plus l'ampleur du phénomène. Les autorités promettent de poursuivre leurs efforts pour protéger les citoyens contre ces médicaments dangereux. Parlons à présent de la faible représentation des femmes dans le syndicalisme universitaire. Plusieurs facteurs sont à l'origine, selon Fatou Sekioum, la coordinatrice du CS au campus de Dakar, explique qu'il y a beaucoup de handicaps qui freinent les femmes dans leurs engagements syndicaux. Il s'agit le plus souvent de contraintes familiales liées à leurs conditions. Le syndicalisme, c'est d'abord un don de soi et donc c'est une question de disponibilité plus qu'une question effectivement d'engagement. Et comment motiver nos petites sœurs qui sont dans les mouvements estudiantins, comment les motiver à prendre le leadership effectivement dans le cadre du mouvement estudiantin. Alors on a parlé du fait que la représentativité est là, ce qui manquait c'était le leadership, donc il faut oser, avoir confiance, avoir une assurance, développer les capacités, notamment par une formation syndicale qui permet aux femmes davantage de s'engager effectivement dans le milieu syndical. Alors dans le milieu syndical, c'est plus la compétence et la disponibilité. Être là à des heures tardives au moment des prises de décision. Généralement, on a des contraintes familiales liées à la situation de la femme, mais en réalité, des discriminations qui viennent des hommes, il n'en existe pas. Par exemple, dans le syndicat que j'appartiens, qui est le SAES, nous n'avons qu'une seule femme au bureau national, 3 femmes dans le secrétariat national et dans la coordination de Dakar, par exemple, de l'UCAT, nous n'avons que 2 femmes, notamment la EG de section de la faculté de lettres et moi-même, EG de section de la faculté des sciences juridiques et politiques et coordonnatrice SAES Campus de Dakar. On termine avec du sport. Les supporters de l'AS Pikine fustigent la gestion du club, les salaires impayés des joueurs et le staff technique. Ils s'opposent également à leur exclusion qu'ils jugent injuste. Le point de presse qui a été convoqué aujourd'hui ici à la mairie de Diarra était causé par le financement ou bien le manque de financement du club, ce qui a causé 2 mois de salaire impayés aux joueurs et au staff technique. C'est ce qui a poussé aux supporters, surtout le comité supporter de l'AS Pikine, à s'interroger davantage. Quel est l'impact que le comité supporter joue aujourd'hui face à cette situation? On a senti la nécessité de poser des questions, car en décembre 2024, le club a reçu une somme de 50 millions, c'est-à-dire la moitié de la subvention venant de la mairie. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on est à presque 3 mois, on dit qu'on a 2 mois de salaire impayé. Où est passé tout cet argent? Ce sont les grandes questions qu'on a posées, faute de quoi ils disent qu'ils nous sanctionnent à travers un communiqué qui n'a pas de base légale. Pour sanctionner un supporter à entrer dans un stade, il faudra que le juge le déclare ou bien un arrêté préfectoral. Et il faudra que certainement ce supporter crée des problèmes. Nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. À la une des quotidiens parus ce jeudi, la sortie controversée du ministre porte-parole du gouvernement. Moustapha Sarré qui affirme sans embâche que l'ancien argentier de l'État Moustapha Ba a été tué dans des conditions troubles. Une sortie ignoble, titre le quotidien de Madiambal Diagne.
La parole fuyante d'un porte-parole, souligne l'Observateur. Dans le quotidien du groupe IGFM, la parole est donnée aux avocats de la veuve de l'ancien ministre des Finances qui dénonce une sortie irresponsable et demande l'audition du sieur Sarré. Selon les Échos, ce dernier ne serait pas à son coup d'essai. Le journal parle d'un autre dérapage et met en exergue la colère de l'éternel ami de feu Moustapha Ba, Bassirou Kébé, suite aux déclarations intempestives du porte-parole du gouvernement qui demande au procureur de s'autosaisir. Source A va plus loin et titre « Sortie qui glace le sang » qui devrait motiver sa démission, l'avis tranché d'un proche qui fulmine contre ces déclarations publiques nourrit des suspicions infondées et entache la sérénité des institutions, peut-on lire dans les colonnes du journal Source A. Sarré se dérobe et insiste ne pas avoir affirmé quoi que ce soit, malgré l'ampleur des dégâts, et parle de manipulation d'un vox populi. Autre sujet mis en exergue par les journaux, c'est l'interprétation de la loi d'amnistie, qui continue d'être décriée. Pastef s'isole, signale Sud Quotidien. Pour avoir des explications, la réponse se trouve dans les colonnes de Point Actu. Dans ces pages, l'ancien conseiller spécial à la présidence, Abdou Aziz Diop, parle de précédents dangereux si jamais elle est adoptée par l'Assemblée nationale. Il va plus loin en affirmant le rôle dont pourrait jouer le Conseil constitutionnel. Dans les Échos, cette proposition de loi est synonyme de permis de crime pour des motivations politiques, martèle Mbaye Dione, cité par le journal. Pendant ce temps, le député Moustapha Diop clame haut et fort qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Après son passage à la commission ad hoc, l'ex-ministre se dit confiant et prêt à aller répondre à la justice même avant sa levée d'immunité parlementaire. Au même moment, Critique fait état de la misère qui mine la presse sénégalaise et serait en train de perdre une partie de ses libertés. Poursuite pénale, coupure de signal des télés, le patronat et appel dénonce des mesures de régulation qui violent la Constitution et le Code de la presse, informe le journal. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.